Bonjour à tous, et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir ce monsieur, un grand chanteur lyrique qui va nous parler de son parcours et de ses anecdotes. Philippe Bou est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour, c'est gentil, grand chanteur, c'est oui, enfin, je fais 1m80, donc donc voilà. Et puis je suis un peu retiré des voitures, mais si tu veux, j'ai tendance à dire que j'ai effectivement, on peut dire, moi je n'aime pas le mot carrière parce que pour moi, le carrière une carrière, c'est un endroit d'où on extrait du sable. Donc non, j'ai fait un parcours, un certain parcours dans le monde de l'art lyrique, effectivement. J'ai eu l'occasion de chanter dans différentes villes, dans le théâtre français, la plupart des théâtres lyriques de France, à l'époque où les théâtres lyriques de France avaient encore une programmation qui se tenait à peu près, c'est-à-dire on jouait 6, 8, parfois 10 fois un ouvrage, alors qu'à présent, malheureusement, tout ça, ça a été réduit considérablement et les théâtres lyriques ne jouent plus que des séries de 2 représentations, comme on dit, on dit la plupart. Enfin, beaucoup de petits théâtres lyriques français ont vu leur budget diminuer de façon drastique et n'ont plus les moyens de jouer un certain nombre de représentations, comme c'était le cas il y a 30, 40, 50 ans. Toi, tu as commencé à chanter à quel âge, vraiment? Comment tu t'es mis Ah, bah écoutez, moi j'ai à l'âge de 17 ans, j'étais un cancre, donc j'ai très mal travaillé à l'école. Donc mon père m'a dit tu vas trouver du boulot parce que tu n'as rien fichu et pendant les vacances tu vas te trouver un travail pour gagner ta vie, pour apprendre à gagner ta croûte. Et comme je suis belge, je lisais, enfin les annonces de travail se trouvaient dans le journal Le Soir. Donc j'ai ouvert le journal Le Soir et j'ai parcouru cette époque-là. Je te parle d'il y a 60 ans. Hein, il y avait pléthore d'annonces de propositions de travail. Et puis j'ai vu, on demande un accessoiriste à la Monnaie, à l'opéra. Je dis qu'est-ce que c'est que ça, un accessoiriste à l'opéra? Donc j'ai téléphoné et puis je m'y suis rendu le jour même. T'avais 16-17 ans, c'est ça? J'avais 17 ans. T'avais 17 ans et t'avais jamais chanté de ta vie? Ah non, j'avais jamais chanté de ma vie. Et en plus, je savais pas du tout ce qu'était le métier d'accessoiriste. Donc je me suis rendu à l'opéra le jour même et j'ai été reçu par le directeur du plateau à qui j'ai raconté mon histoire. J'ai dit voilà, je n'ai pas réussi mes examens de fin d'année, mon père a voulu que je travaille. Et ce monsieur s'appelait Miguel Vidal. Il était directeur général de la scène de l'opéra. Et je ne sais pas, il a été séduit par mon discours et il m'a dit bah écoutez, vous pouvez commencer tout de suite. Génial. C'est vraiment génial. C'est une histoire, c'est un rêve. Et le soir même, donc j'ai téléphoné à mon père, j'ai dit voilà, on me propose de commencer à l'opéra comme accessoiriste là. Et j'étais censé remplacer l'accessoiriste de service qui allait partir en vacances. On était au seuil des vacances. Et j'ai donc le soir même, je suis resté dans les coulisses du théâtre et il se fait que ça jouait le Trouvère, Il Trovatore de Verdi, qui est un ouvrage merveilleux. Et je suis resté assis sur un banc, je me rappelle dans les coulisses côté cour, scotché et voyant passer ces géants, des gens avec des costumes merveilleux qui passaient devant moi, ça. Moi, j'étais censé aider dans un premier temps l'accessoiriste qui allait partir en vacances. Donc, je faisais un petit boulot. De temps en temps, je cherchais avec lui certaines choses aux entr'actes, etc. Mais pendant le premier, deuxième acte, j'étais vraiment scotché par l'importance de ces artistes. Ensuite, eh bien voilà, j'étais censé rester 2 mois. Je suis resté 2 ans et demi, 3 ans. Je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement. Mais au lieu de rester la période des vacances, je suis resté comme accessoiriste pendant plusieurs années. Et là, j'ai eu le plaisir d'assister aux répétitions de Maurice Béjart, d'assister aussi aux répétitions de Jacques Brel dans L'Homme de la Mancha, tu vois, des choses extraordinaires. Et j'ai même une anecdote très marrante parce que
En 68, donc je suis né en 47, donc en 48, donc 68, j'avais 20 ans. Il y avait les événements de mai 68 à Paris, et devait se dérouler à Paris devait se tourner un film qui s'appelle une production de la Paramount, Darling Lily avec Julie Andrews, Rocketson, enfin une distribution extraordinaire. Et étant donné que Paris était occupé par les étudiants et que la production a déménagé, au lieu de tourner à l'Opéra de Paris, ils ont tourné à la Monnaie de Bruxelles. Et moi, du haut de mes 20 ans, je me suis retrouvé accessoiriste du film. Donc, accessoiriste du film, ce qui représentait quand même une responsabilité. Et alors, c'était une production complètement dingue, hein. Apparemment, ils avaient loué une vingtaine de voitures avec chauffeur. Il y avait donc Julie Andrews, Rocketson et une distribution magnifique. Et je faisais mes courses avec une voiture avec chauffeur. Le décorateur disait, il me faisait un petit croquis, il me disait, je voudrais une canne de ce style-là, etc., pour tel personnage. Et j'allais chez les antiquaires, j'essayais de trouver cette canne et puis je la ramenais pour le tournage. Voilà, le métier d'accessoiriste de film que j'ai connu à 20 ans. Donc voilà. Génial. Oui, enfin bon, je pourrais t'en raconter pendant des heures parce que c'est une période magnifique. Le ballet de Béjart qui répétait, les amis danseurs qui étaient à peu près de mon âge. Moi, j'étais un peu plus jeune, mais je dansais avec eux en boîte de nuit. Floris Alexander, Robert Danvers, des super danseurs qui étaient des amis. Daniel Lomel, enfin des gens magnifiques. On sortait en boîte ensemble. C'était une très très belle époque. L'époque des buggy, des voitures en plastique. Enfin, l'époque dont tu viens de me parler il y a quelques instants. Moi, j'arrête pas de dire que je suis né trop tard. J'aurais voulu naître dans les années 50 pour. Mais non, mais écoute, tu as une belle vie quand même. J'ai une belle vie aussi, bien sûr, mais voilà. Mais alors, comment tu passes d'accessoiriste à chanteur? Alors, c'est aussi rigolo parce que donc généralement on débarrassait comme les spectacles duraient assez tard, on ne débarrassait pas toujours le plateau le soir même. On faisait un certain travail le lendemain, souvent le matin ou l'après-midi. Et moi, comme un spontané, comme ça, je m'amusais à hurler les voix que j'avais entendues la veille. Tantôt j'imitais le ténor, tantôt j'imitais le baryton ou la basse. Enfin, mais j'étais sur la scène et je m'amusais à hurler tout en changeant mes accessoires et en les rangeant. Et un jour, un garçon qui s'appelle Nicolas Christou, qui est maintenant âgé, mais il a fait une très belle carrière de baryton en Allemagne surtout. Nicolas Christou, qui était à l'Opéra Studio à l'époque. Il passait dans la salle et il m'avait entendu. Il me dit, mais Philippe, tu as une voix, tu devrais travailler ta voix. Et donc, à l'âge de 19-20 ans, il m'a emmené au conservatoire et j'ai eu mes premières leçons de chant avec un professeur qui était un merveilleux professeur à l'époque qui s'appelait Monsieur Anspach. Et puis, d'autres professeurs plus tard, Jules Bastin notamment, et ensuite, je peux dire que j'ai mis les bouchées doubles parce que je n'avais absolument aucune notion ni de musique ni de chant. Et donc, j'ai vraiment mis les bouchées doubles. Surtout que tu as commencé tard quand même. J'ai commencé tard et j'ai eu une grande chance aussi dans ma vie, c'est que j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment pris sous son aile, qui s'appelle Madame Léa Apostel, qui m'a vraiment aidé énormément, je lui dois beaucoup. Elle a décidé de faire de moi un chanteur professionnel, si tu veux. En fait, c'est toute une histoire parce que elle avait été évincée du conservatoire, elle briguait un poste de professeur, elle était chargée de cours à l'époque et elle n'a pas eu son poste de professeur et un peu vexée, elle a dit bon, vous croyez que je ne peux pas former un élève? Eh bien, vous allez voir. Et elle m'a pris et elle m'a offert des cours quotidiennement
Et donc j'ai vraiment mis les bouchées doubles pendant 2, 3, 4, 5 ans. Je me rappelle, je prenais le tram de chez moi, j'allais chez elle, elle m'offrait des cours le matin, l'après-midi, enfin vraiment d'une manière très intensive. Et c'est elle, grâce à elle, que j'ai pu passer le concours de Genève quelques années plus tard, où j'ai eu un deuxième prix qui a été honorable. Et depuis, j'ai fait plusieurs auditions et c'est surtout Michel Plasson qui m'a permis de faire une première bohème à Toulouse, une bohème de jeunes où je chantais Marcello. Et puis de là, ben voilà, d'autres contrats se sont greffés. Donc ton premier contrat, t'avais 25-26 ans alors. J'avais un peu plus, je devais avoir 27 ans, 27 oui, c'est ans. ça, quelque chose. Je me rappelle plus, franchement. Oui, non, mais Les dates exactes, je ne m'en souviens pas. quand on parle de destin, des fois entre destin et volonté, dans mon émission, voilà, encore un exemple, quand même. Oui, oui. Encore un exemple. C'est quelqu'un qui a à la fois eu de la chance, qui est tombé en ce qui me concerne, beaucoup de chance, tombé Et après, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, rencontrer les bonnes personnes aussi, parce que il faut te dire que, enfin bon, ça devient une espèce de, je vais raconter une histoire qui est un peu privée, mais j'ai eu aussi cette grande chance d'être, je dirais, présenté à l'Opéra de Marseille par José Vandamme, qui lui-même connaissait bien Léa Apostel, qui était le professeur dont je te parle, qui m'avait beaucoup aidé. Et Léa Apostel connaissait personnellement José Vandamme pour des raisons très particulières. Et lui, un jour, je chantais avec lui, à côté de lui. Enfin, c'est un grand mot de dire chanter avec lui. J'étais à côté de lui. Je faisais un rôle dans les Meistersinger à la Monnaie. Et il était assis à côté de moi. Il me dit alors, qu'est-ce que tu fais là prochainement? Je dis, je vais auditionner à Nice. Ah. Il me dit, si tu vas à Nice, pourquoi tu vas pas à Marseille? Je dis, parce que personne ne m'attend à Marseille. J'ai pas obtenu d'audition à Marseille. Ah bon, d'accord. Et le lendemain, ce monsieur extraordinaire, c'est un grand seigneur, José Vandamme. Le lendemain, à la répétition, il me dit, bon, bah, tu vas le 26 à Nice, bah, tu iras le 28 à Marseille. Je dis, mais je suis pas attendu. Il dit, t'inquiète pas, j'ai appelé. Et donc, il a appelé l'Opéra de Marseille. Et le 28 en question, j'ai été chanter à l'Opéra de Marseille. J'ai chanté 3 airs, je me rappelle, le matin, à 11h du matin. Et à midi, Monsieur Carpeau, le directeur de l'opéra, m'a dit, venez avec moi. Il m'a amené dans son bureau et il m'a dit, bah, pour une fois que José Vandamme m'envoie quelqu'un, j'aurai des choses à vous proposer. Et effectivement, quelques mois plus tard, il m'a proposé Garrido dans la Navarrese, qui était un très beau rôle. Et puis plusieurs, Marcello de Bohème, Dandini, Cenerentola, etc. Et j'ai eu ainsi un certain nombre de rôles et d'engagements à Marseille et un peu partout. Toi, t'es à quelle tessiture, Philippe? Je suis baryton. Baryton. Baryton, ça veut dire, en ce qui me concerne, baryton plutôt léger, parce que enfin à l'époque, tu vois, c'était des rôles comme Danilo, de La Veuve Joyeuse, Tsarevitch, des rôles d'opéra, à la fois opérette et opéra comique, voilà. Comment tu trouvais tes engagements? C'est eux qui t'appelaient? C'est toi qui cherchais les auditions? Non, tu sais, dans notre métier, on a ce qui s'appelle des agents, c'est-à-dire que et la plupart des chanteurs, disons, qui ont des carrières modestes comme celles que j'ai pu faire, ont des difficultés à trouver du travail parce qu'il y a énormément de concurrence. Aussitôt que tu es au sommet de la pyramide, vraiment au sommet, hein, je te parle du sommet, je pense à des immenses chanteurs, Vandamme, actuellement les Tézier, enfin des gens qui ont des talents exceptionnels. Ils n'ont aucun problème d'agent, enfin je ne crois pas. Je pense que automatiquement on les demande, etc. parce qu'ils sont vraiment au sommet. Mais aussitôt que tu es dans des tranches où il y a, tu ne fais pas les premiers rôles. Moi, j'ai fait des premiers rôles dans des relativement petits théâtres et dans des grands théâtres, je faisais des rôles secondaires, des deuxième ou troisième plans. J'ai toujours travaillé comme ça. Et je voulais dire que
les personnes qui ont des grandes carrières, souvent ils ont pas vraiment besoin d'un agent, tu vois. Les gens viennent les chercher, leur calendrier est fait sur 3 ans, Ouais. et bon voilà, ils ont pas réellement ce problème. Là où le combat est rude, c'est quand tu es, comme c'était mon cas, tu n'as pas la voix exceptionnelle, tu as un instrument qui n'est pas exceptionnel, qui travaille bien, mais eh bien là, il faut vraiment se battre, et il faut se battre pour que les agents fassent quelque chose pour toi, tu vois. Bon, mais moi je ne regrette rien. J'ai eu affaire à des agents. Mais j'ai une anecdote rigolote parce que je travaillais avec Opéra et Concert. Opéra et Concert, c'est une grosse agence à Paris qui avait Barbara Hendricks, Jesse Norman, des grands chanteurs, et puis une série de chanteurs comme moi, un peu pas nécessairement des premiers plans, tu vois. Et un jour, Dominique Ribert me dit ah, Barbara Hendricks va chanter Bohème. On fait un film avec Bohème, c'est Barbara qui chante. Mimi, qu'est-ce que tu peux faire dans Bohème? Moi, je viens de chanter Marcello à Marseille. Ah non, désolé, Marcello, c'est pris. C'est, j'ai plus Lafont. Ah bon, alors, je pourrais faire Chaunard. Ah non, Chaunard, c'est pris, c'est Gino Chilico. Alors, Dis-moi ce qui et reste. puis voilà exactement dis-moi ce qu'il reste. Il restait le douanier. Le douanier, il fait dans Bohème, il fait voto passi. Il a 2 mots. Je dis non, écoute, là je vais faire autre chose, donc je n'ai pas participé à ce film. Mais tu vois, il y a du monde quoi dans les agences et il faut être placé correctement. Bien sûr. Et toi, tu as trouvé comment ton agent? Tu l'as trouvé facilement? C'est lui qui est venu Mais te voir? oui, alors, tu vois, les agents, ils t'entendent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre d'engagements à Radio France, notamment. Et là, j'ai été entendu dans tel ou tel rôle. Et à ce moment-là, les agents viennent te voir. Et comme il y a une grande concurrence entre les agents, ils s'arrangent pour te, je dirais, te réserver. C'est-à-dire, ils t'inscrivent dans leur agence pour ne pas que tu t'inscrives dans une autre agence aussi. Il y a aussi cette espèce de combat. Et puis ces espérances, ils se disent, tiens, ce garçon, peut-être que Bien sûr, ouais. dans quelques années ou dans quelques temps, il pourra accéder à des rôles plus importants et donc c'est une valeur. Enfin bref, il y a je dirais, une politique qui est, qui était, et peut-être ça existe toujours, mais où, par exemple, les agents organisent des auditions auprès de directeurs, mais ils ne disent pas toujours aux autres agences que cette audition se passe. Donc, on se cache aussi des auditions où tel directeur cherche tel rôle, mais on le sait, mais on ne le dit pas toujours. Tu vois, Bah oui, bien sûr. parce que Tu voilà. vas cacher Bon, aux déjà, autres, bien sûr, c'est pour normal. pas envahir le théâtre de candidats d'audition, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a des tas de gens qui souhaitent passer des auditions qui sont pas nécessairement au niveau. Enfin bref, c'est une politique, je vais dire. Un peu comme les comédiens, en fait. Oui, Oui. peut-être même pire, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, c'est ça, c'est une lutte pour obtenir des engagements, quoi. Et combien de temps t'as chanté? Une petite trentaine d'années quand même, hein, entre 25, 26. Oui, voilà, une trentaine d'années Une quand trentaine même, d'années. oui. Et c'est là que tu as créé ton théâtre. Alors oui, c'est plus tard. Oui, moi, en fait, quand je fais le compte, entre les rôles de premier plan, une dizaine de rôles de premier plan et puis les rôles secondaires, j'ai un jour calculé, j'ai quand même environ 45 rôles que j'ai eu le plaisir, l'occasion d'interpréter. Et le théâtre, ça c'est autre chose, ça devient là j'ai été marié à une extraordinaire, merveilleuse personne, une chanteuse mezzo qui s'appelle Hélène Péraguin, qui a fait elle une carrière de premier plan, mais à très très haut niveau. Elle chantait à Salzbourg, elle a chanté à Scala, à l'Opéra de Paris très souvent. Enfin bref, dans les très grands théâtres.
et une très belle voix de mezzo exceptionnelle. Et donc c'est la maman de ma fille. Et c'était quoi la question? Comment t'es arrivé à créer ton propre Voilà, théâtre? c'est ça. Et quand on a commencé à avoir moins de travail, le téléphone sonnait moins. On a organisé dans notre habitation, on habitait un loft à Belleville, on organisait des soirées musicales une fois par mois, deux fois par mois, avec des amis qui venaient jouer du jazz, qui venaient jouer toutes sortes de musique. Et puis les voisins n'étaient pas contents, donc ils nous ont obligés à arrêter. Et on avait envie de poursuivre cette idée. Et puis on s'est mis à chercher un endroit et on a trouvé ce lieu qui est devenu les Rendez-vous d'ailleurs. Ce lieu, c'était un atelier de confection qu'on a transformé complètement en faisant une bonne année de travaux très importants qui consistaient à créer une isolation acoustique de façon à pas déranger les voisins, parce que là c'était ce théâtre fonctionne presque H24, tu vois, il n'est pas question de déranger le voisinage, donc on a créé une isolation acoustique qui a vraiment complètement écrasé notre budget et nous a endettés pour un bon moment. Mais bon, on est en train d'en sortir, ça va. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la programmation, on va vous mettre un lien en description, puisque tous les mois, ensemble, on fait une émission dans laquelle on présente les Rendez-vous d'ailleurs. Et c'est pas que des spectacles musicaux, il y a aussi des pièces de théâtre. C'est pas que de l'opéra. Là, par exemple, il y a du Bobby Lapointe, Oui, il y a de eu la Edith chanson. Piaf, Oui. il y a eu du jazz. Oui. Euh, C'est très divers, ce sont des programmations assez diversifiées, aussi bien la musique de chambre, parce que bon, forcément, c'est un peu notre préférence, mais la musique d'une manière générale, et puis des petites pièces de théâtre qui sont en adéquation avec le lieu, parce que c'est un petit lieu, c'est un théâtre de 50 places, mais qui ne peut pas vivre, par définition, un théâtre de 50 places ne peut pas vivre qu'avec de la programmation théâtrale, en tout cas pas chez nous, pas dans notre quartier. Donc on doit diversifier, on fait aussi de la location pour des cours, pour des événements, notamment des cours de tango et des privatisations pour des anniversaires, des choses comme ça. c'est vrai. Je mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est un petit théâtre, c'est un petit bijou à découvrir absolument. En tout cas, merci Philippe. Merci à toi. C'était un plaisir que tu nous partages c'est un ces peu anecdotes. exceptionnel parce que je raconte pas ma vie à tout le monde tout le temps. T'as pas un petit bonbon à nous offrir, une petite anecdote exceptionnelle qui t'est arrivée dans ton... Oh, il y en a plein des anecdotes. Ouais, on t'écoute. Nous sommes suspendus à tes lèvres. Ah oui, oui, oui. J'ai une anecdote assez amusante, mais qui ne m'est pas arrivée à moi, qui est arrivée à Hélène Perraguin, donc mon ex-épouse, que je salue à l'occasion. Et qu'on aura peut-être un jour la chance d'avoir. Parce qu'elle a beaucoup plus de choses à raconter. Hélène, on t'attend avec plaisir. Parmi les choses amusantes à raconter, c'est une aventure qui lui est arrivée. La date, je m'en rappelle plus, mais je sais que son agent, un jour, nous téléphone, nous habitions Tours. Son agent nous téléphone à Hélène et dit, Hélène, Michel Plasson te demande pour chanter la damnation de Faust, Marguerite, à Dresden, et c'est après-demain. Il dit, ah bon, après-demain? Oui, et il vient de virer 2 mezzos à Dresden, il veut que ce soit toi qui le fasses. D'accord? C'est après-demain, oui. Et l'agent lui dit, et Xavier, mon mari, t'a réservé un billet d'avion ce soir. Tu as un avion pour Dresden à 18h30. Il était à Tours. Elle saute dans ses affaires parce que Michel Plasson, Damnation de Faust, ça se refuse pas. Elle l'avait déjà chanté avec lui quelques mois auparavant. Et donc elle prend le train, précipitamment. Elle arrive à Orly où elle attend, où elle avait rendez-vous au comptoir d'Air France pour prendre son billet pour Dresden. Et là, elle arrive, boum, et on lui dit, mais Madame Perraguin, oui, on a bien un billet pour vous, mais c'est pas pour Dresden. On a un billet pour Brest. Alors, oui, elle se dit, attends. En fait, l'agent au téléphone avait commandé un billet
Dresden et ils ont compris Brest. Donc, tu vois, il y a eu un malentendu sur la destination et la voilà complètement désemparée. Et quand est le prochain avion pour Dresden? Ah, c'est dans 3 heures, mais c'est pas à cet aéroport-ci, c'est à l'autre. C'est-à-dire, elle était à Orly et il fallait qu'elle aille à Charles de Gaulle, ou inversement. Je me rappelle plus, mais peu importe. Mais en tout cas, elle avait tout Paris à traverser pour attraper son avion pour Dresden. Bref, taxi, hop, elle fonce d'un aéroport vers l'autre. Et c'était un jour où il y avait la grève des camionneurs. Bah donc oui, forcément. tout Paris était bloqué, verrouillé. Donc elle arrive à l'autre aéroport, elle se précipite pour obtenir un billet pour Dresden. Je pense qu'ils avaient dû téléphoner d'un aéroport à l'autre pour réserver. Enfin bref, elle arrive trop tard, l'avion est parti et la voilà je pense que c'était à Orly, la voilà à Orly à 9h30 du soir, sans logement, sans bagage, sans destination possible. Et l'avion pour Dresden partait le lendemain à 7h30 du matin. Tu vois? Donc, que faire? Bon, elle va à l'hôtel. Bien entendu, à l'hôtel, on lui dit, mais madame, c'est complet, il y a plus de chambre, sauf une suite impériale, la suite impériale, qu'elle a pris sur le compte de l'agent, bien évidemment, pour le remercier de son erreur. Et le lendemain matin, elle a pris un avion pour Dresden via, je crois, Berlin ou je ne sais où. Donc, elle a fait cet exploit de partir à 7h30 du matin, arriver vers, je pense, 14h à Dresden. Et là, une voiture est venue la chercher. Plasson l'a fait répéter 2-3 minutes au piano, disant bon, ben, ça va très bien, allons-y. Hop. Et le soir, concert d'un rôle très difficile pour une mezzo, qui est donc le rôle de Marguerite dans La damnation de Faust. Moi, je dis chapeau parce que tu vois. Et Hélène, elle a été sujet à des dizaines d'exemples comme ça. Elle pourra t'en raconter. Parce que Hélène, oui, c'était dernière minute. On l'appelait toujours à la dernière minute. Ben, souvent, oui. Un jour, elle a remplacé Denise Grave dans, je me rappellerai toute ma vie. Moi, je chantais à Metz, dans une opérette, et où nous avions enfin une période de Noël où on pouvait être tranquille. D'accord, elle me téléphone et dit je viens, j'arrive la veille ou l'avant-veille de Noël, j'arrive et on va pouvoir passer Noël ensemble avec notre fille. D'accord, moi j'étais à Metz, on avait un petit appartement, ok. Et là, quelques heures après notre décision de se retrouver, de nouveau l'agent d'Hélène téléphone, elle dit il faut absolument qu'Hélène remplace Denise Graves je crois que c'est à Zurich. En Suisse, je sais plus si c'est Zurich ou c'était pas Genève, c'était Zurich ou Bâle, je sais pas plus. Loin quoi. Pas loin. Et absolument, et c'est là aussi, c'est après-demain, c'est Carmen. Donc, mais et alors elle est arrivée en train à la gare de Metz. Et moi, au lieu de lui dire on va passer Noël ensemble, je lui ai donné la partition de Carmen. Je lui ai dit voilà, je t'emmène à l'aéroport de Luxembourg ce soir parce que il faut que tu ailles chanter Carmen. Je pense que c'est à Zurich. Remplacer Denise Graves, et c'était avec des gens importants, tu vois. Et donc elle a chanté Carmen le lendemain ou le surlendemain. Et puis à la fin de la représentation, elle m'a raconté que comme je crois que c'était à Zurich, tous les artistes locaux étaient en troupe, si tu veux, donc chacun rentrait chez eux, etc. Et elle s'est retrouvée toute seule à 8h du soir, après avoir chanté Carmen, comme ça, en plein milieu, voilà, seule, la solitude de ce qu'on peut vivre dans ce métier. Souvent on croit que c'est formidable, etc., etc. Mais vivre cette vie est aussi difficile
à cause de ces grands moments de solitude, notamment pendant les répétitions, les périodes de répétition. Si tu as 3 semaines de répétition et que tu dois rester, tu vas travailler une fois par jour, mais toute la journée, tu fais rien, tu es seul, souvent dans une chambre d'hôtel. C'est pas toujours rigolo. Voilà. Ça, je pense que c'est une conclusion. Il n'y a pas que des beaux côtés. Les beaux côtés, c'est quand tu es en représentation Bien sûr. et que voilà, tu as le plaisir de faire de la musique avec des partenaires, avec des chefs d'orchestre qui sont souvent, quand ils sont formidables, c'est bien. Voilà. Mais en bref, mais sinon, le problème de la solitude est récurrent dans ces métiers. Et j'ai entendu dire aussi par une grande star, qui est Charles Aznavour, qui disait exactement la même chose, à son échelle évidemment, mais il avait lui aussi des grands moments où il était Solitude, seul. bien sûr. Ouais. Dans les hôtels. Bah, merci Philippe. Ben, je t'en Ça a prie. été un plaisir. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Likez beaucoup. Et qui sait, peut-être qu'on aura le plaisir d'avoir Hélène Paraguin, un de ces 4. Ben écoute, si tu lui proposes un rendez-vous ici comme ça, je pense que ça, elle va apprécier. Ça, j'en suis sûr. Écoute, je vais lui proposer. D'accord. Bon, ben. À bientôt. Merci. On coupe. Ouais.